Bon, j'y vais. Donc, puis, je reprends, on part sur les indications un peu étonnantes, un peu particulières du chloroforme. Et je vous ai mis à gauche un petit flacon qui fait une quinzaine de centimètres de haut. C'est pour les collectionneurs d'étain. Un grand expert me l'avait authentifié comme une banale chaufferette, alors que j'ai retrouvé dans le catalogue de Charrière 48, c'est un flacon qui servait à transporter le chloroforme. D'habitude, dans les chaufferettes, c'est plutôt un anneau sur le bouchon. Là, il y a des vis. Il y a aussi une soupape, une étanchéité qui est très importante. Voilà, alors diapositive suivante. Vous connaissez tous cette scène qui est le 4 novembre 1847, lorsque notre ami Simpson, avec ses deux assistants qui sont Duncan et Kate, se réveille après avoir inhalé du chloroforme. Ça, c'est la scène traditionnelle. Sa fille avait repris les événements, avait interrogé différentes personnes qui étaient là. Il semble que plus tôt au départ, c'était le majordome de Simpson qui s'appelait Clark, qui avait dissous du chloroforme dans de l'eau gazeuse, l'avait fait boire au cuisinier. Le cuisinier était tombé, s'était écroulé d'un coup après avoir bu. Et quand Clark est revenu avec Simpson qu'il avait été chercher, le cuisinier s'est réveillé. Ça, c'est pour la petite histoire, mais officiellement, on garde cette image-là. Alors, quelle diapositive suivante? Yes. Ah bah, ça ne marche plus. C'est bon. Ah, c'est bon. J'en ai passé deux ou une? Non, c'est bon. C'est la bonne. Oui, mais alors on n'a pas la... Ah ben c'est... Oui. Ça, Vous l'avez vu? Vous l'avez, vous? Oui. Non. Je ne comprends pas. Un coup, ça marche sur notre écran. Voilà, ça marche Là, là. ça y est, ça y est, ça y est. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'on était parti donc du 4 novembre 47 et déjà le 10 novembre, Simpson présente ses premiers travaux. C'est vous dire l'importance qu'il accorde à cette découverte du chloroforme. À partir de là, l'utilisation du chloroforme va exploser en Europe. Diapositive suivante. Oui. Alors, comme toujours, c'est le chloroforme et toutes ces drogues-là, comme la cocaïne ou autres, sont consommées dans les bonnes sociétés et on parle déjà de scandale comme cette parole choquante d'une dame, mon cher Charles vient dans mes bras, vous vous rendez compte à quel point c'était choquant ces soirées chloroforme. Diapositive suivante. Mais finalement, le chloroforme finalement suscite tous les fantasmes et c'est un peu plus tard, nous sommes en 1930 dans le premier album d'Hergé et Tintin est déjà victime d'une anesthésie au chloroforme pour l'empêcher d'agir. Vous connaissez, on retrouve chez Hergé de nombreuses allusions au chloroforme. Diapositive suivante. Alors, cette notion est vraiment très importante parce que les Français n'y croient pas, mais les anglo-saxons sont persuadés qu'avec le chloroforme, on peut commettre des tas de méfaits, des viols, des vols, n'importe quoi. Et c'est à un tel point que Snow est intervenu auprès de Lord Cromwell qui voulait faire voter une loi pour expliquer que c'était complètement faux. Avec le chloroforme, il n'est pas possible d'endormir par surprise quelqu'un pour le voler, le violer ou autre. Donc ça montre un petit peu quelle était l'importance de ce chloroforme, tout ce que l'on racontait. Diapositive suivante. Oui, mais malheureusement. Alors, ça, c'est une pièce de théâtre. C'est la fille et le paysan, ou bien sûr, deux entrées, deux escaliers, deux jeunes filles, deux amoureux et le chloroforme au milieu. Finalement, les choses se terminent bien parce que, endormies par le chloroforme, les jeunes femmes ne se rendent pas compte de l'amant qui les voit, mais finalement, c'était le bon et tout se termine bien. Diapositive suivante. Et le chloroforme est tellement présent à cette époque-là dans la tête des gens qu'on l'utilise pratiquement comme un adjectif, c'est-à-dire que
une pièce qui est mauvaise, qui est triste, eh bien, c'est sous l'influence, on est sous l'influence du chloroforme. Je trouve la deuxième, la partie que je vous ai mis en bas, particulièrement dure, parce que dans le Mireille de Gounod, le journaliste parle d'une partition au chloroforme. Ça veut tout dire. Diapositive suivante. Peut-être qu'on pourrait revenir en gros plan, les diapos. Voilà. Donc, la suivante maintenant. Alors, vous ne serez quand même pas étonné que le chloroforme a aussi des indications médicales. On le trouve partout comme un stimulant, comme un sédatif. Et on le trouve pratiquement dans toutes les indications. Il n'y a pas de domaine de la médecine qui échappe. Diapositive suivante. Bien sûr, vous savez tous ce qu'est la peur bleue, d'où nous vient cette expression. La peur bleue au XIXe siècle, c'était le choléra. Parce que comme on le voit bien sur cette jeune femme à gauche, quelques jours avant d'être atteinte par le choléra, et à droite, quelques heures avant de mourir par le choléra. Et ce teint bleuâtre, complètement desséché, complètement déshydraté, c'est ce qui a donné le terme de peur bleue. Diapositive suivante. Je vous en parle parce que effectivement, le chloroforme a eu sa place dans le traitement du choléra. La première utilisation a été faite en 1848 dans ce qu'on appelle Pecamus asilium, qui était un asile pour des personnes pauvres en général. Quelques-unes payaient, mais la plupart étaient des miséreux, souvent un peu débilités, alcoolisés, etc. Et l'utilisation du chloroforme va permettre des résultats tout à fait exceptionnels pour l'époque, parce que sur 54 personnes, seulement, je dis bien seulement pour l'époque, 16 vont mourir, c'est-à-dire à peu près 30%. Diapositive suivante. Celle-là. C'est celle-là. Voilà. Donc, voilà cet établissement où le chloroforme a été utilisé pour la première fois comme traitement du choléra. Et vous verrez dans la suite de mon exposé que c'est quelque chose finalement de très important. Diapositive suivante. Voilà. Dans cette histoire, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on obtient des résultats remarquables. On n'entend plus rien. On n'entend plus. Dans ce traitement, en fait, il avait été proposé par le jeune chirurgien, mais il a été défendu par Clutterbuck, qui était le médecin responsable. Et à l'époque, on disait ce n'est pas une action directe sur le choléra, mais c'est beaucoup plus une action sédative. Diapositive suivante. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que l'on a décidé de traiter ce choléra avec du chloroforme? Bien sûr, c'était en 1948, c'était la panacée, mais cela paraît un petit peu curieux. Donc, diapositive suivante. Voilà. Alors, vous savez tous que pour nous, c'est Soubeyran, c'est Guthrie, c'est Liebig qui sont à l'origine du chloroforme. En fait, ils ne sont pas à l'origine réellement, ce n'est pas eux qui ont pour la première fois synthétisé le chloroforme, ce sont eux qui ont trouvé une formule pour une synthèse qui le rende facile de fabrication. Mais bien avant eux, Benjamin Silliman, un chimiste très réputé en Angleterre, connaissait le chloroforme
et avait pensé qu'il y avait des indications médicales pour le chloroforme. Il avait confié à un de ses amis qui était le professeur Yves du chloroforme pour traiter ces malades. Et en fait, ils avaient traité essentiellement des patients pulmonaires avec des résultats assez satisfaisants. En France, il y a eu aussi à la Salpêtrière Nathalie Guillot qui a, chez ses patients dans des affections pulmonaires, en particulier dans les coqueluches, avait obtenu de bons résultats avec le chloroforme. Sur la diapositive suivante, en fait, on va découvrir à ce moment-là quand même que le chloroforme n'a pas que des actions sédatives, antispasmodiques, mais aussi des activités antispasmodiques. Et c'est sans doute un des Français qui, sans le savoir, a été le premier, il s'appelait Després, c'était un médecin peu connu de Saint-Quentin, mais qui employait le chloroforme dans la période algique du choléra et qui a obtenu de bons résultats dont il en a fait part. Peu de temps après, sur la diapositive suivante, on s'aperçoit que cette action antiseptique, entre guillemets, si on peut revenir en arrière, non, juste avant, voilà, non, après, pardon. Cette action a été montrée in vitro par le professeur Salkowski, qui a montré que c'était efficace sur le choléra comme sur le bacille du charbon. Et on en revient à notre bon docteur Després, le bon français, qui finalement est considéré comme le premier à avoir montré l'action microbicide, mais à voir comment on pouvait tuer, puisqu'il n'était pas question d'antibiotiques à l'époque, comment est-ce qu'on pouvait tuer des microbes par voie interne. On a un petit peu oublié cet épisode-là. Diapositive suivante. Alors là, je vais faire un petit clin d'œil de l'histoire parce que quand on regarde dans ces deux données que je vous montre, on s'aperçoit qu'en 1832 déjà, le chimiste Silliman avait conclu que c'était particulièrement efficace dans des maladies du type influenza, donc dans la grippe. Nous sommes en 2020 et vous le savez qu'il y a des petits problèmes actuellement. Et en même de l'autre côté, Després, bien que ce soit complètement faux, c'est le vibrion, mais qu'on ne connaissait pas bien encore à l'époque, et on utilisait le terme de virus au sens large, et il parle de l'action efficace faisant du chloroforme un agent pour atténuer le virus. Il nous faudra plus d'un siècle pour confirmer ces données-là, pas sur le choléra, mais sur le choléra peut-être, mais sur les virus en général, le chloroforme est utilisé dans la préparation des vaccins pour obtenir des formes atténuées du virus. Diapositive suivante. Et dans l'épidémie que nous vivons actuellement, c'est ce qui a amené certaines personnes, notamment au Brésil, à utiliser ce que les Brésiliens appellent du Lolo ou du Lança Perfumo. C'est-à-dire ce sont des petites bombes sous pression qui contiennent du chlorure d'éthylène, de l'éthyle et du chloroforme qu'on utilise pour se shooter pendant les carnavals. Et il y a eu une étude qui est parue au mois de juin, faite par des gens du Panama, pour démontrer que ça n'avait aucune efficacité démontrée, parce que déjà certains voulaient se traiter avec cette drogue pour prévenir le corovirus. Et en fait, il y a déjà eu quelques morts liés à cet usage abusif du corovirus. Donc voilà pour le choléra et l'utilisation du chloroforme dans le choléra. Sur la diapositive suivante, c'est le Brompton Hospital dans sa forme initiale, ce bel hôpital où travaillait un dénommé John Mann Combre. Ce médecin, diapositive suivante, était très sensibilisé
à la douleur du fait du nombre de patients algiques et chroniques qu'il avait dans ses services. La douleur l'obsédait et il avait mis au point dans un premier temps des systèmes de fils imprégnés sur des suppositoires de morphine qu'il passait en céton, puis retirait pour laisser les petites traces de suppositoires de morphine en sous-cutané. C'était un précurseur en quelque sorte de nos patchs de morphinique actuels. Diapositive suivante. Mais nous sommes dans les années 70, le chloroforme a déjà fait des morts, bien sûr, et on a cherché, alors comme toujours, les Français pensent que ce n'est pas un surdosage, mais les anglo-saxons sont persuadés que c'est un surdosage, et donc ce qui amène quelques personnes à nous trouver des appareils extraordinaires, comme l'anesthésimètre du roi que vous avez là-haut, qui est vraiment ce que j'appelle une usine à gaz, ou bien l'appareil de Clower qui est assez amusant, puisque vous voyez, il a un soufflet, un flacon de chloroforme. En fait, il insuffle de l'air chargé en chloroforme dans le grand sac qu'il a dans le dos. Et ensuite, il va en faire inhaler son patient qui est en position assise. Il y a simplement une petite valve sur le masque qui lui permet d'insuffler un peu d'air. Mais vous voyez, c'est une période où on se cherche entre la simple compresse et le goutte à goutte et des appareils hyper sophistiqués, mais encombrants et pas très pratiques. Il y a une place à prendre. Et cette place, elle va être prise, diapositive suivante, par Juncker, qui nous a présenté son appareil. Alors, l'appareil de Juncker, c'est relativement simple. C'est un masque avec une valve. Vous avez ensuite le flacon de chloroforme. Et puis, vous avez une pompe avec un ballon, comme dans les Deville bis, qui va permettre de pousser de l'air dans le flacon et jusqu'au masque. Et puis, la poire va permettre d'avoir une certaine stabilité dans le chloroforme inhalé. Diapositive suivante. Voilà, c'est un petit film qui date des années 30. J'en ai pris qu'un petit extrait, mais comme je pense que comme moi, vous n'avez jamais utilisé ni vu utiliser le chloroforme, voilà le chloroforme utilisé avec l'appareil de Juncker. La technique a été faite, l'induction a été faite avec un goutte à goutte, une goutte toutes les 20 secondes, ensuite un minime plus exactement, 2 minimes toutes les 20 secondes pendant la deuxième minute, 3 minutes, c'est 3 minimes, 4 minimes la quatrième minute, jusqu'à 5 minimes, où théoriquement le sujet est anesthésié. Et là, on voit, l'anesthésie est obtenue, on met la protection comme d'habitude, les compresses, le masque, on va reglisser l'appareil de Juncker et on va continuer tranquillement l'anesthésie, le flacon qui est sur la poitrine de l'anesthésiste. Et c'est cet appareil-là, diapositive suivante, qui va inspirer Crombie. Crombie reprend l'appareil de Juncker, donc on voit le flacon, on voit le masque, l'importance que le patient soit couché sur le côté, et dans la main gauche, il va tenir la poire qui lui permet de s'insuffler du chloroforme à domicile. C'est une indication pour les gens qui ont des douleurs chroniques, qui peuvent ainsi se soulager et s'endormir paisiblement. Diapositive suivante. Alors, il va le publier dans un livre qui va être repris une fois, 2 ou 3 fois. Et surtout, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est qu'il explique que ce n'est pas dangereux parce que le patient qui s'endort va laisser échapper la petite poire qu'il tenait dans sa main, comme un enfant qui s'endort va laisser tomber son jouet. Et je trouve cette expression très imagée. Ça explique bien ce que pensait Crombie. Diapositive suivante. Alors, comme toujours, il a eu certains succès. On en a parlé dans des revues, dans le British Medical Journal, avec des critiques plus ou moins dures, mais en reconnaissant que c'était quelque chose d'intéressant. Par contre, on reprochait, et c'est sans doute vrai, que Crombie avait des intentions trop mercantiles
et son appareil n'a pas eu de véritable succès. Il a essayé de le reconvertir pour l'obstétrique, mais sans plus de succès. Mais c'est un peu dommage parce qu'on a oublié le nom de Crombie. Et Crombie, c'était peut-être l'inventeur des patchs de morphine et c'était aussi l'inventeur du premier mécanisme d'analgésie autocontrôlé par le patient à domicile. Pour terminer, diapositive suivante, je vais aborder l'hypnose. Alors, vous savez, surtout en ce moment, l'hypnose, c'est quelque chose qui est redevenu important depuis quelques années. Mais diapositive suivante, le véritable âge d'or de l'hypnose, on considère que c'est la deuxième moitié du 19e siècle, avec deux écoles qui s'opposaient, l'école de la Salpêtrière avec Charcot, où bien sûr l'hypnose n'était qu'une manifestation de l'hystérie, pouvant apparaître chez un hystérique ou pouvant arriver bien avant la découverte ou la mise en évidence de l'hystérie. Au contraire, l'école de Nancy avec Bernheim et Liébaud pensait que l'hypnose c'était lié uniquement à la suggestion, la suggestibilité du patient. Mais ces deux écoles se battaient sur un plan théorique, mais n'ont pas écrit de choses intéressantes, de choses pratiques pour le commun des mortels. Diapositive suivante. Et c'est là qu'intervient un dénommé Jean Filiatre. Jean Filiatre, apparemment, il a écrit 2 livres qui ont été publiés de multiples fois et qui sont toujours publiés, toujours recherchés, mais on ne sait pas très bien qui était Jean Filiatre. Il était dans le centre de la France, apparemment parent avec le libraire qui a publié ses livres, et apparemment il n'était pas médecin. Il s'appuie sur un médecin qui là non plus n'est pas resté dans l'histoire, qui s'appelait Liebingen, mais dont on n'a retrouvé aucune trace. Et alors ce Jean Filiatre, par rapport aux grands savants, lui a essayé de faire du pratique, de quelque chose de très didactique. Et dans son livre, il décrit, diapositive suivante, ce qu'il appelle la boule hypnotique Fournier. Fournier, ça vient du fabricant qui lui a fait cet appareil. Cette boule hypnotique Fournier, il arrive à la vendre à une somme très modeste qui est de 5 francs, pour 5 francs d'époque. À l'époque, un ouvrier, un mineur de fonds gagnait à peu près 5 francs par jour. C'est vous dire, ça reste un prix qui est très accessible. Diapositive suivante. Alors, cette boule, de quoi se compose-t-elle? En fait, on voit qu'il y a une longue queue en verre qui permet de bien la tenir en main. Et puis, il y a une grande boule creuse avec un petit objet à l'intérieur qui est très brillant et un couvercle. Diapositive suivante. Alors, on voit bien à ce niveau-là le petit cristal qui est intérieur de la boule. Et pour une hypnose conventionnelle, ce qu'il faut, c'est que le patient fixe cette petite boule de cristal à l'intérieur qui agit un peu comme un pendule. Il y a aussi un bouchon et sur l'extrémité du bouchon, il y a un point qui est très très brillant qui permet en fait de faire fixer ce point très brillant par le patient pour obtenir l'hypnose anesthésique avec la technique de Brett. Et puis, on peut dévisser ce bouchon et dans ce flacon, on peut introduire éventuellement parfum, peut-être un peu d'éther, mais surtout du chloroforme qui va permettre de faire une induction plus rapide de l'hypnose ou d'hypnotiser les récalcitrants. Diapositive suivante. Donc, le bouchon se dévisse et puis on introduit quelques gouttes de chloroforme. Diapositive suivante. Et voilà, on fait respirer le chloroforme au patient. Et l'auteur précise bien que suivant le niveau d'anxiété du patient, on lui dira que c'est simplement un parfum qu'il a à respirer ou on le préviendra que c'est du chloroforme qu'il faut respirer. À notre époque, c'est une manière d'agir qui nous paraît un peu surprenante. Diapositive suivante. Alors quand même,
Le fabricant, dans cette petite notice, je ne sais pas si vous le voyez bien, précise que cette boule d'hypnose ne doit pas être utilisée avec du chloroforme n'importe comment, mais simplement sur prescription médicale et après échec des autres tentatives. Diapositive suivante. Si je n'ai pas réussi à vous endormir, je vous propose un coup de genépi pour arriver au bout de cet exposé. Merci de votre attention.